Le BAV complet, lui, quand c'est une fréquence cardiaque très basse, le BAV complet, vous savez en faire le diagnostic. Vous avez déjà vu un BAV complet? Un BAV de 3e degré, bloc auriculo-ventriculaire. Le BAV complet, ça peut être un BAV complet à 50 battements par minute. Celui-là, j'allais dire, il ne prête pas à conséquence dans l'immédiat. Mais quand c'est un BAV complet avec une fréquence cardiaque de 15 ou de 20, c'est l'équivalent d'un arrêt cardiaque. Ça se traite avec les Uprel, sauf que les Uprel, on n'en trouve plus. Les Uprel, c'est l'isoprénaline. C'est une drogue bêta-adrénergique. Et donc, elle accélère l'activité du cœur. On la donne à cette dose, mais vous ne la trouverez plus. Si bien que le seul traitement et le vrai traitement d'un BAV complet, c'est l'entraînement électrosystolique. EEC veut dire entraînement électrosystolique. C'est la sonde de stimulation. Quand c'est une bradycardie sévère, mais pas un BAV, ça peut être traité par de l'atropine. Mais ça peut ne pas pouvoir être traité par l'atropine, notamment quand il s'agit de blocs sino-auriculaires. À ce moment-là, il faut de l'entraînement électrosystolique comme dans un BAV complet. Alors, vous avez aussi, dans le cadre des arrêts cardiaques, ce qu'on appelle la dissociation électromécanique. Dissociation électromécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une activité cardiaque, vous faites un scope, vous avez des complexes. Non? Voilà. Vous avez des complexes à une fréquence acceptable, normale, mais il n'y a pas d'activité mécanique du cœur. Alors la dissociation électromécanique, c'est l'arrêt cardiaque par excellence, entre guillemets, qui complique un état de choc hémorragique grave. Quand vous avez un état de choc hémorragique et que le malade, n'ayant pas été réanimé ou ayant été réanimé avec retard, ou parce qu'on n'a pas pu trouver le sang, etc., quand ce malade-là fait un arrêt cardiaque, c'est presque toujours une dissociation électromécanique. C'est ce qu'on appelle un désamorçage de la pompe cardiaque. On l'appelle comme ça dans le langage, j'allais dire, courant. Ben, quand vous avez des complexes QRS larges, dans cette dissociation électromécanique, eh bien, ça peut être dû à une hypercalémie. L'hypercalémie, ça donne ça aussi. Ben, l'hypercalémie, ça se traite, j'ai dit, avec du calcium, en IV, c'est ce qu'il faut faire en premier, ça se traite avec du bicarbonate, au mieux molaire ou semi-molaire. Ça se voit aussi dans les intoxications aux antidépresseurs tricycliques. C'est pour cela que j'ai dit que quand quelqu'un fait une intoxication au tricyclique, il faut obligatoirement monitorer le cœur. Parce que ça vous permet justement de détecter ces complexes larges avant d'aller vers la dissociation électromécanique pour pouvoir apporter un traitement qui est l'alcalinisation avec du sérum bicarbonaté. QRS fin, c'est la tamponnade liquidienne, drainage, c'est un désamorçage de la pompe. Simple mothorax, c'est pareil comme la tamponnade, je vous l'ai expliqué la toute première fois que je vous ai parlé des états de choc. C'est l'embolie pulmonaire, bref, tout étant des situations qui sont responsables d'un non-remplissage du cœur. Donc, la dissociation électromécanique en dehors de l'hypercalémie et des intoxications, ça survient chez des malades dont le cœur est vide, parce qu'il y a tamponnade, parce qu'il y a pneumothorax compressif, le pneumothorax compressif fait effet tamponnade, parce qu'il y a une embolie pulmonaire massive ou parce qu'il y a une hypovolémie grave, hémorragique notamment, et à ce moment-là, c'est le remplissage. Bien sûr, quand l'embolie pulmonaire est massive, elle va donner un état de choc, et secondairement un arrêt cardiaque, le seul traitement, en dehors de la réanimation cardio-respiratoire de base, c'est la thrombolyse. Alors, je reviens à l'alcalinisation pour dire qu'elle est contre-indiquée dans l'arrêt cardiaque. Vous savez que pendant longtemps, un malade qui faisait un arrêt cardiaque, on le perfusait systématiquement avec du bicarbonate. Est-ce que vous avez encore cette idée en tête? Hein? Parce que ceux qui l'ont, il faut qu'ils l'évacuent définitivement. Alors vous allez apprendre
avec la pratique que quand on fait un arrêt cardiaque, on fait une acidose. Certes, mais l'acidose est essentiellement respiratoire. Si bien que quand on fait une gazométrie dans les suites d'un arrêt cardiaque, il arrive qu'on trouve une pH CO2 à 120. La normale étant de 40. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que l'acidose est essentiellement respiratoire? Parce que l'arrêt cardiaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de débit cardiaque et donc tout le sang va s'accumuler en périphérie et il ne va pas monter au centre pour pouvoir être éclusé de son CO2. Et donc le CO2 va s'accumuler dans l'organisme puisqu'il ne sort pas. On a dit que l'arrêt cardiaque, c'est cardiaque, mais c'est aussi respiratoire. Donc le malade ne respirant pas, eh ben, le CO2 va s'accumuler de façon telle, et moi je peux vous assurer, pour avoir fait des gazométries à répétition, il arrive que 24 heures après que le malade soit réanimé de son arrêt, 24 heures après, on trouve encore une pH CO2 à 60. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de CO2 telle accumulée qu'il faut beaucoup de temps pour l'évacuer. D'accord? Donc si vous vous amusez à donner du bicarbonate chez ces malades, eh ben vous allez aggraver l'hypercapnie. Parce que les bicarbonates, ça se transforme en CO2, en fin de compte. Donc il est contre-indiqué de perfuser du sérum bicarbonaté dans l'arrêt cardiaque. Contre-indication absolue. Il suffit que le malade reprenne une ventilation ou que vous le ventiliez pour que le CO2 étant éliminé, pour que l'acidose s'arrange. Il va rester un peu d'acidose métabolique. Mais l'acidose métabolique, ce n'est pas grave. Je vous ai dit que quand il y a une acidose métabolique, ce n'est pas très grave si le pH n'est pas trop bas. Je vous l'ai dit peut-être dans le cours de médecine expérimentale. Sérum bicarbonaté, alcalinisation, c'est contre-indiqué, sauf dans les rubriques précédentes, c'est-à-dire celles dont on a parlé, s'agissant d'hypercalémie et d'intoxication tricyclique, parce que là, il s'agit de traiter une hypercalémie. D'accord? L'alcalinisation contre-indiquée, sauf rubrique précédente, car l'arrêt cardio-circulatoire entraîne une acidose mixte, surtout respiratoire. Et le tamponnement, c'est-à-dire l'alcalinisation, risque d'aggraver l'acidose intracellulaire par production supplémentaire de CO2. Parce que les bicarbonates vont se transformer en CO2, le CO2 va rentrer dans la cellule, et ça sera la catastrophe. Et puis vous avez, dans l'animation spécialiste, ce qu'on peut appeler la réanimation cérébrale. Pendant longtemps, on se disait, est-ce qu'il ne faut pas qu'on mette des choses qui puissent éviter que le cerveau ne fasse de l'anoxie grave, etc. On ne donne plus rien pour le cerveau. La meilleure réanimation cérébrale, c'est l'obtention d'une homéostasie clinique et biologique. Autrement dit, éviter les axos. Ça vous dit quelque chose, les axos? Voilà. Un malade quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque et qui est hyperglycémique, c'est pas bon. S'il est hypocalcémique, c'est pas bon. S'il est hyponatrimique, c'est pas bon. S'il est hypernatrimique, c'est pas bon. S'il a une hypercapnie, c'est pas bon. Voilà, c'est ça l'homéostasie. Donc si vous arrivez à oxygéner, à écluser le CO2 avec la ventilation pour que l'hypercapnie disparaisse, si vous traitez l'hyperglycémie, parce que attendez-vous à ce que ces malades-là soient hyperglycémiques, n'est-ce pas? Et donc il faut traiter l'hyperglycémie. Et donc la meilleure réanimation cérébrale qui soit, c'est une homéostasie clinique et biologique. Et quand j'ai dit homéostasie, ça concerne en quelque sorte tous les paramètres vitaux, s'agissant de la gazométrie, s'agissant de l'ionogramme, et ainsi de suite. Alors les axos, et bien sûr, dans cette homéostasie, parlons justement des axos, la fièvre, c'est pas bon. Et vous savez que les malades qui font un arrêt cardiaque, qui vont faire un coma post-anoxique, risquent fort de faire de la température. Et donc il faut traiter la fièvre. Bref, je vous renvoie à ce que vous avez appris par ailleurs. Alors la conclusion, urgence extrême, le pronostic, ça dépend de la précocité, du diagnostic et de la prise en charge.
Alors, à propos de ça, vous avez des chiffres que je vous donne à titre indicatif. Donc, quand on dit précocité du diagnostic et de la prise en charge, retenez 4 minutes, 8 minutes, 12, voilà, de 4 en 4. Si vous démarrez la réanimation cardio-pulmonaire avant 4 minutes, il y a de fortes chances que vous récupériez d'abord une vie et puis, secondairement, éviter les séquelles graves. Alors 4 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Raison pour laquelle les meilleurs arrêts cardiaques, c'est ceux que nous avons au bloc opératoire, chez les malades anesthésiés. Ceux-là, ils sont déjà anesthésiés, ils sont déjà intubés, ils sont déjà ventilés. Eh ben, ça devient plus simple et puis on agit très vite. Le diagnostic étant fait très vite. Mais c'est très compliqué quand l'arrêt cardiaque survient quelque part où il y a, où on peut faire peut-être du bouche à bouche du massage cardiaque, mais où on ne peut pas faire de la défibrillation très rapidement. Et puis secondairement, de la réanimation cardio-respiratoire spécialisée. Donc 4 minutes pour la réanimation de base, 8 minutes pour la défibrillation. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut donner l'alerte très vite. Il faut que la défibrillation puisse être faite dans les 8 minutes. 12 minutes pour la réanimation cardio-pulmonaire spécialisée, c'est-à-dire l'adrénaline et le reste. Alors bien sûr, pour pouvoir, être un peu dans ces timings, ou dans ce timing, on vous a certainement dit, je vous le redis, que quand vous déclenchez la réanimation cardio-respiratoire, eh bien vous déclenchez en même temps le chronomètre, où vous dites à quelqu'un de noter l'heure à laquelle vous avez commencé tout ça. Parce que je peux vous assurer que quand on fait de la réanimation cardio-respiratoire, on fait, je parle de l'hôpital, hein, je ne parle même pas de l'extérieur, eh bien on fait le massage, on fait, et puis on demande à quelqu'un qui est dans l'entourage, parce qu'on est nombreux, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Bah, il y en a qui vont dire 15 minutes, d'autres vont dire 1 heure. Parce que quand on est dans le feu de l'action, on ne sait pas pendant combien de temps on a fait tout ça. Donc il faut, ça aussi c'est un réflexe à avoir, déclencher un chronomètre, ou au moins quelqu'un note à quelle heure on a fait ça, à quelle minute on a fait ça, à quelle minute on a fait ça, et ainsi de suite. La technique de la défibrillation semi-automatique, qui se généralise heureusement, mais pas tellement chez nous, améliore le pronostic vu la prévalence de la maladie coronarienne. Parce que vous avez compris que la défibrillation semi-automatique, c'est, s'agissant des arrêts cardiaques qui se font à l'extérieur, sur des lieux publics, et ça concerne, bien entendu, des malades essentiellement coronariens qui, à l'occasion, vont boucher leur tronc commun ou faire une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire. Et bien sûr, tout malade ayant présenté un arrêt cardio-circulatoire, même bref et sans séquelles apparentes, doit être hospitalisé en réanimation pour surveillance spécialisée. Ça va de soi, parce qu'il est clair que le malade qui n'a pas fait de séquelles dans l'immédiat, c'est-à-dire qui s'est réveillé, peut secondairement faire des problèmes. Voilà. Notamment, il peut faire ce qu'on appelle de l'anoxie post... alors ça porte un nom que j'ai oublié, je vous le dirai quand je m'en serai souvenu. Voilà, j'ai terminé. Vous avez des questions par rapport à ça? Pas par rapport à l'approche biopsychosociale. Ça, c'est cadeau, hein, c'est bonus. Donc pour l'examen, ça ne compte pas. Ça, par contre, ça compte. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, rapidement? Puisque c'est le dernier jour, hein, pour mes cours. Ou pour autre chose, concernant les cours antérieurs. L'amiodarone, ça peut marcher quand il s'agit d'une tachycardie ventriculaire. Maintenant, on est en train de parler d'une tachycardie ventriculaire dont on a fait le diagnostic dans un service chez un malade
dont la tachycardie ventriculaire est bien supportée. On n'est pas en train de parler de la tachycardie ventriculaire génératrice d'un arrêt cardiaque ou d'un arrêt cardio-respiratoire. On n'est pas dans le même contexte. Un malade qui, dans un service de réanimation, de cardiologie, n'importe lequel, qui fait une tachycardie ventriculaire, la première question qu'on se pose, est-ce qu'elle est bien ou mal supportée? Ça veut dire quoi, bien ou mal supportée? Ça veut dire que le malade a une tachycardie ventriculaire avec un état de choc. Eh bien celui-là, c'est choc électrique. On le défibrille. Si elle est bien supportée, on va lui donner de l'amiodarone, ou peut-être un autre antiarythmique, mais disons que chez nous, c'est l'amiodarone, et ça peut s'arranger sans. Mais si ça ne s'arrange pas avec de l'amiodarone, on va faire un choc électrique. D'accord? Donc on n'est pas dans l'arrêt cardiaque. Je suis en train de parler de tachycardie ventriculaire, de bradycardie, de bloc auriculo-ventriculaire, de générateur d'un arrêt cardio-circulatoire.